Alors bonsoir tout le monde, ici Mathieu Martel, avec vous de Montréal, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 19 heures et nous sommes de retour pour un petit Facebook Live, c'est-à-dire une activité de réflexion selon une approche existentielle. Alors nous voilà, tel qu'annoncé, je viens de décider de mon sujet à la dernière minute, mais nous allons bien sûr commencer avec les points d'information. J'espère que vous allez bien, nous sommes de retour ce 15 juin 2000, oui, 2000, je regarde si mon son est activé. 2025. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et à me signifier, à savoir si le son est bon et adéquat. Je vais faire un petit retour sur notre rencontre de vendredi. Écoutez, les amis, nous étions à un nouvel endroit au centre SOA, au deuxième étage. Il y a eu 19 personnes à notre conférence de vendredi dernier, des gens de Québec, de l'Outaouais, de la rive sud, de Montréal, etc. Ce fut un beau moment d'1h30. Les gens arrivaient de Vox Populi, avec qui j'ai organisé cet événement, m'a dit on doit renouer avec le public et, comment dire, pas répliquer, mais réitérer, dis-je, avec une autre activité que voici en présence. Donc, je vais vous envoyer ça tout de suite. Dans le clavardage, il y a déjà quelques inscriptions. Écoutez, moi et Jean avons confectionné cette rencontre ce matin avec un thème qui est le suivant, ce que tout le monde cherche en secret. C'est le thème de notre soirée, une quête commune sur le sens de la vie, une réflexion sur le sens de la vie. Que cherchons-nous tous au fond? À quoi bon courir, aimer, travailler, survivre si tout cela ne résonne pas quelque part en nous? Ce besoin de sens, nous l'avons tous, même si nous le cachons souvent derrière nos habitudes, nos distractions et nos certitudes. Voilà une belle réflexion sur ce que nous cherchons profondément, une quête du sens de la vie. Voilà, il y a déjà quelques inscriptions. Je vous mets ça dans le clavardage. Il y a un spécial 2 pour 1 concernant aussi les billets. J'espère que ça va bien fonctionner. Oui. Oh, voilà. Est-ce que ça a bien fonctionné? Voilà. Oui, ce que tout le monde cherche. Et ça, c'est dans 2 mois, mais il y a un spécial. 2 billets pour le prix d'un. Et vous pouvez vous inscrire à l'avance en espérant que nous allons être nombreux en ce 15 août, juste avant que je recommence ma session. Donc, une petite pause de 2 mois pour les conférences en présence. Mais on aura un Zoom une semaine avant sur le personnage Marc Aurèle, l'empereur philosophe, adepte du stoïcisme. Je vous présente des extraits tirés de Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Ça, c'est le 9 août. Alors, c'est nos prochaines activités. Et j'ai décidé de me retenir un peu concernant, comment dire, les Facebook Live. J'avais déclaré prendre une pause, mais je crois que j'ai quand même le désir et le besoin de rester en contact avec vous via Facebook Live. Ça sera fait de manière spontanée, probablement un mercredi ou un dimanche, durant la saison estivale. Alors ce soir, c'est la fête des pères. Nous ne serons peut-être pas nombreux, mais il y aura des gens qui vont nous écouter en différé. Sachez que vous pouvez le faire. Et je vous incite aussi, je vous invite à vous abonner sur ma page YouTube, Mathieu Martel Philosophe, pour être en mesure d'avoir accès à tous les enregistrements des Facebook Live depuis 5 ans, car Facebook va passer à travers un grand ménage au mois de septembre pour alléger leur plateforme de vidéo. Voilà. J'ai changé de sujet 3 fois. Je voulais parler de la philosophie. Philosophie, c'est dire non à la bachelor. Après, je me suis dit, allons, réfléchissons sur la notion de croyance et de savoir. Et finalement, je vais faire une mise en situation et voir avec la proposition suivante. Le titre de la petite rencontre faite de manière spontanée. Je n'arrive pas à croire en vos opinions. Voilà sur quoi je vais disserter. Si vous appréciez, partagez. Et on fait ça toujours d'une durée d'une trentaine de minutes. C'est spontané, ça permet de rejoindre des gens un peu partout à travers le Québec. On a des auditeurs de la France, aussi d'Haïti, Floride, etc. Salutations à tous et à toutes. N'hésitez pas à me saluer. Alors, je n'arrive pas à croire à vos opinions.
Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à y aller d'un titre très affirmatif? C'est que nous sommes entourés de gens qui sont prestes dans l'affirmation d'opinions multiples. Je crois que les gens ont perdu la notion d'écoute. L'ont-ils déjà eu, cette capacité d'écoute? J'ai des gens qui se positionnent rapidement sur tous les sujets de l'actualité, sur tous les sujets de l'actualité, comme s'ils étaient des spécialistes, comme s'ils étaient des savants. Moi-même, je suis sceptique à ce niveau-là. Je n'arriverai même pas à me positionner sur la guerre qui implique la Russie et l'Ukraine sans avoir consulté des ouvrages historiques de l'histoire des idées, l'histoire de géopolitique des conflits. Et Bachelard, en ce sens, affirmait que les philosophes, quelquefois, manquaient de savoir, hein? Manquaient de connaissances avant de réfléchir sur certains sujets. Donc, j'y vais avec une petite position bachelardienne ici. Nous ne savons peut-être pas assez avant, bien sûr, d'émettre des opinions sur des sujets profonds. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens affirment beaucoup ou tentent de nous vendre quelque chose avec peu d'arguments solides. Et pourquoi j'ai envie de me pencher là-dessus ce soir, sur cette position-là, sur cette thèse, hein, je n'ai pas envie de croire. Je n'arrive pas à croire à vos opinions. Pourquoi? Parce que lorsque je discute avec vous, c'est comme si vous me demandiez de dire oui ou non à ce que vous affirmez. Lorsque vous échangez avec moi, et je m'adresse aussi, vous vivez cette expérience-là près de vos proches, on vous demande de croire. Mais qu'est-ce que cela veut dire que croire? On vous demande d'adhérer aveuglément à des opinions. Mais on sait qu'une opinion, ça ne vaut pas grand-chose. Hein? Ça vient du grec doxa. Hein? Opinion tenue, la doxa. Allons voir ici, petite définition de la doxa au sens ensemble d'opinions reçues sans les discuter. Hein? Nous disons comment nous nous sentons, comment nous ressentons les choses, comment nous percevons, nous donnons une première opinion, nos idées reçues sur une question, mais avons-nous étudié la question? Premièrement, comprenons-nous la question? Et avons-nous étudié le sujet sur lequel nous nous positionnons? Hein? La doxa, ensemble des opinions reçues, sans discussion, tenues pour évidentes, pour un groupe donné. Platon, bien sûr, ne donne pas beaucoup de valeur à la doxa, parce que la doxa, elle est fondée sur les sens, souvent, sur les impressions, les opinions, les oui-dire, les préjugés, etc. Ce qu'appellera Spinoza dans l'éthique, ou dans son court traité, le savoir du premier genre, connaissance de premier genre, une connaissance dite inadéquate. On peut se faire tromper. On peut se faire tromper, par nos sens. Prenons deux exemples classiques. Pourquoi on ne peut pas fonder la connaissance sur les sens, sur les impressions? Il faut aller plus loin. Par exemple, vous voyez une bâtisse au loin et vous jugez que cette bâtisse-là est de forme carrée, un gratte-ciel qui va jusqu'au ciel. Mais vous vous approchez, vous vous rendez compte que non, il s'agit d'une forme cylindrique.
Vos sens vous ont trompé? Par ailleurs, vous pouvez aller faire du canot sur une belle rivière du Québec. Hein, vous prenez votre rame et la descendez dans l'eau et vous percevez une rame brisée par un effet de réfraction. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que c'est réfraction? Réfraction de la lumière. Est-ce que c'est ça? Réflexion, réfraction. Donc, il s'agit d'une illusion d'optique. Il y a même des illusions sonores. Hein, nous entendons le chanteur d'un groupe anglais ou américain déclarer telle parole. Nous transposons ces paroles dans selon notre compréhension et selon même nous l'accueillons dans notre propre langue. Et nous pensons que le chanteur ou la chanteuse a déclaré des paroles, mais c'est une illusion auditive. Voilà, après vérification. Or, être sceptique dans l'Antiquité, un scepticisme radical avec Pyrrhon d'Hélice, qui dit que la connaissance est impossible à fonder, il y aura toujours une antithèse, des antinomies fournies à des thèses, hein, des antilogies, etc. Mais demeurer sceptique, c'est d'abord, hein, skeptikos, examiner. Être sceptique, c'est examiner. On pousse les gens aujourd'hui à être dans des camps. Es-tu pour ou contre? On nous pousse à adhérer sans discernement et à tenir des positions qui reflètent l'adhésion à certaines valeurs sans les discuter. Si on est réellement sceptique, hein, on pratique l'examen. Sinon, on n'est que des porteurs d'opinions, sans les avoir évalués, sans les avoir critiqués. Voilà ce soir notre thème qui est une affirmation. Mais oui, c'est quoi notre thème? Je n'arrive pas à croire à vos opinions. Je ne peux pas simplement adhérer à ce qu'un journaliste dit, à ce qu'un animateur de radio, de télévision déclare. Je dois bien sûr partir investiguer les faits, ce qui est rapporté. Peut-être consulter plusieurs sources variées avant de me faire une tête, avant de me faire une idée sur un thème. Donc, il n'est pas problématique d'un point de vue sceptique de dire je n'en sais pas assez, ou même de garder une position justement se disant je ne connais pas assez le sujet. Et ça nous ramène à Socrate. Je n'en sais pas assez. Tout ce que je sais, c'est je ne sais rien sur le sujet. Donc, je vais m'abstenir. Je vais peut-être aller faire des lectures par de grands spécialistes, mais on sait que les grands spécialistes vont même s'opposer au niveau de leur argumentation. C'est subtil tout ça. Hein? Concernant Platon, concernant Xénophon, on avait l'école ou l'interprétation straussienne de Xénophon. Strauss disait qu'il fallait découvrir les intentions de Xénophon et lire entre les lignes. Hein, c'est le professeur Dorion qui déclarait ça, l'école straussienne. Et elle est quelque peu ésotérique, très prisée dans certaines écoles américaines. Mais professeur Dorion nous ramenait à l'essentiel qui est de faire une lecture analytique de ce qui est dit, ce qui est dans le texte, et non pas tenter de découvrir les intentions de l'auteur, ou encore lire entre les lignes selon un code secret. Là. Donc ça, c'est la thèse de Strauss.
Certains écrivains, comme Spinoza, se sentant menacés par les autorités, auraient écrit de manière à laisser en surface présager une adhésion au discours dominant, OK, au discours du pouvoir lui-même, mais en passant des messages de manière subtile, codée. Il y a un fameux livre de Strauss là-dessus, sur l'art d'écrire, Strauss, art d'écrire, ça. La persécution et l'art d'écrire, de Strauss, 52. Hein? Ça parle des fondements même de l'écriture ésotérique, hein, de ceux qui se sentent persécutés. Je vous pose une question. Est-ce que la violence de l'éveil de Theodore Hammer est un texte qui pourrait, bien sûr, faire un avec la thèse de Strauss? On se pose la question. Voilà, petit clin d'œil en passant. Les amis, n'hésitez pas à me saluer, à me dire bonsoir. Combien sommes-nous ce soir? Nous sommes 9. Un miracle lors de cette journée de la fête des pères. Voilà. Salutations à Annie, à Cathy et ceux et celles qui nous écoutent discrètement ou secrètement. On revient à notre thème. C'est quoi notre thèse de ce soir? C'est rare que je défends des thèses. Je n'arrive pas à croire vos opinions. Si vous me dites que tel gardien de but de la Ligue nationale est le meilleur et que vous utilisez des figures de style, vous haussez le ton, puis vous sortez même son chandail, puis vous en parlez de manière grandiloquente, et vous le vantez, et vous sortez des statistiques ici et là. Vous voulez que j'adhère à votre opinion. Les gens veulent nous amener dans leur délire. Hein? Opinion, délire. C'est qui disait ça? C'est notre cher philosophe qui s'est malheureusement enlevé la vie. Mais oui, notre cher philosophe, comment s'appelle-t-il? Lui qui, au début de sa carrière, hein, a travaillé sur qui déjà? Sur David Hume. Pour ensuite écrire 2 livres sur Spinoza et compagnie, sa thèse d'État sur Spinoza. Problème de l'expression Gilles Deleuze, qui s'est défenestré en 95. J'ai étudié à l'UQAM, et à l'UQAM, il venait de nous annoncer sur le babillard, à l'époque, qu'il y avait eu 2 suicides en 95 de philosophes. Ça allait mal. Oui. Est-ce que Deleuze se disait de gauche? Probablement. Mais l'autre aussi se disait même marxiste. Marxiste de troisième vague, peut-être. Althusser, qui avait commis l'irréparable envers sa femme et qui s'est aussi enlevé la vie. Donc c'est en 95. Mais là, je digresse. Pourquoi je parle de Deleuze et tout ça? J'ai perdu mon chemin. Ça m'arrive quelquefois, mais je vais le retrouver. Je vais le retrouver parce que j'ai confiance en mon être qui va me reguider vers le chemin de ce dont je parlais. Éclairez-moi dans le clavardage si vous êtes là. Donc, 95, UQAM, Gilles Deleuze. Je vais revenir. Je reviens à mon point. Oui, je vais y aller ici, justement. Notre sujet. Je n'arrive pas à croire à vos opinions. Donc, oui, Deleuze, écoutez, je ne pouvais pas. Hein, je ne pouvais pas me casser la gueule. Je n'accepte pas cette chose que de me casser la gueule en direct. Deleuze. Les gens veulent vous embarquer dans leur délire. C'est ça. Les médias veulent vous embarquer dans leur délire. En quel sens?
En ce moment, ils cherchent l'attention, les titres chocs. Il faut bien sûr lire l'article jusqu'au bout pour être bien informé. Mais la moitié de la population ne sait pas lire et comprendre. L'autre moitié ne lit que le titre, regarde l'image, aveuglément, se fie à des experts, des supposés experts, qui occupent les médias de masse subventionnés. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Si on fait juste lire le titre et regarder l'image et le sous-titre et le petit résumé, on ne va pas jusqu'au bout de l'article. Ça, c'est une chose. Il faut aussi la critiquer, la questionner, poser des questions. Pas simplement adhérer à ce qui est dit. Donc, Deleuze nous dit, faites attention, l'autre veut vous amener dans son délire. Le vendeur de programmes d'entraînement, de produits d'entraînement, de méthodes qui nous extirpent d'un corps, qui nous guérit d'un cancer. Ils veulent nous amener dans leur délire, avec des affirmations simples. Nous avons trouvé un nouveau remède. C'est un combat pour l'attention. Nous sommes dans un combat pour l'attention. C'est pour ça que Deleuze disait, faites attention à celui ou celle, faites attention aux rêves de l'autre. Et là, c'est tellement vaste. Aux fantasmes, aux rêves de l'autre. Ça peut être la gang de Davos, leurs rêves, leurs fantasmes, le nouvel ordre mondial et compagnie. Hein? Ça peut être votre amoureux ou vos amoureuses qui veut vous amener dans son délire. Dans son délire. Alors, restons formés à l'école des Lumières. Donc, on veut demeurer formés à l'école des Lumières. Comme disait Deleuze, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela veut dire que d'avoir lu ce beau texte de Kant de 1794? Je vous invite à aller le lire. Qu'est-ce que les Lumières? Vous y aller d'une lecture, j'ai déjà fait lu ce passage-là. Qu'est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que les Lumières? Voilà, Emmanuel Kant. On veut le texte. Je me suis trompé, c'est 1784. La sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Oui, écoutez bien ça, les amis. Qu'est-ce que les Lumières? Je vous invite à lire ce beau texte qui a renversé, bien sûr, notre histoire. Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir, sans être dirigé par un autre. Ose penser par toi-même, sapere aude, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Écoutez, là. Écoutez. Ça, c'est critiquer tout, là. C'est critiquer tout. La tradition, les médias, les grands auteurs, c'est remettre en question tout. Et ça, il n'y a pas ça sans Descartes. Et son doute hyperbolique, remettre en question. Même ce qui ne me paraît pas douteux. Questionner le sens des mots. Questionner le sens, la valeur des valeurs affirmées dans notre société actuellement.
se poser la question. Dans quel but? Pourquoi? Pour qui? Dans quel intérêt? Cela profite à qui? Mais comme dit Kant, c'est difficile de pratiquer, hein, d'exercer la remise en question, l'esprit critique. Alors, bien sûr, il y a même des gens autour de nous, hein, c'est notre sujet ce soir, qui veulent qu'on adhère à leurs opinions. Stéphane Bureau avait questionné, je ne me rappelle plus qui, un autre journaliste. Ah oui, c'est ça, un journaliste. Il avait été invité et le journaliste avait commencé à critiquer un livre. Stéphane Bureau lui demande: l'avez-vous lu? Non, 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 mais ça parle de telle chose. Il dit: moi, je l'ai lu. Je l'ai analysé, je l'ai réfléchi. Hein? Mais aujourd'hui, c'est rendu très difficile de discuter avec quelqu'un. Parce qu'on pourrait se faire remettre en question, se faire remettre en question ses propres opinions, c'est tenter la mort. C'est ce qui est arrivé à Socrate. L'emmerdeur de première. L'anguille électrique, le thon dans la cité. L'empêcheur de tourneurs en rond, Socrate d'Athènes, qui a critiqué la déchéance de son peuple, orienté comme aujourd'hui vers la renommée, l'argent, le pouvoir. Vraiment pas intéressé à philosopher ni à développer un art de vivre basé sur les vertus. Ça n'intéresse personne. Donc, c'est pour ça qu'il est très dur de discuter avec les gens, parce qu'il ne veut même pas s'interroger à savoir de quoi on parle. C'est quoi le sujet? Quand on parle de quelque chose ensemble, on peut demander le sens des mots. Qu'entends-tu par cela? Comment définis-tu cela? On peut aussi demander à l'autre, ben, qu'est-ce qui te fait penser cela? Tu t'appuies sur quel argument? Parce qu'il y a des arguments plus forts que d'autres. C'est drôle, je lis un beau livre sur les sophistes de Jean-Marc Narbonne. Protagoras, premier penseur de la démocratie, qui, si on lit bien dans le texte avec les fragments qui nous restent, Protagoras était pour la recherche des meilleurs arguments. C'était pas un simple individu qui ne croyait pas qu'on puisse soutenir des propos avec des arguments supérieurs. Il cherche, dans certaines situations, le meilleur pour la situation, le meilleur argument. Voilà. Salutations à tous et à toutes. Merci d'être là, tout le monde. Écoutez, ce soir, là, je pars là, un laïus sur une thèse. Je fais rarement ça, mais ça me tentait trop. Parce que je me rends compte que c'est presque rendu impossible de discuter avec les gens. Et en plus, les gens, quand ils se font déstabiliser, ils veulent vous sauter à la gorge. Puis aujourd'hui, on est pris dans comme je disais tantôt, dans les camps binaires. Avec le discours dominant, à côté du discours dominant, avec nous, contre nous. La perte de la rationalité, la perte de l'esprit critique. On est très prompt à s'exprimer, à affirmer nos opinions, mais allons plus loin. Revenons à Platon, revenons à Platon. Revenons à Platon. D'abord, il y a les opinions, un premier genre de connaissance. Une opinion, c'est d'abord une idée reçue, sans être examinée, basée sur des préjugés, des impressions. Des oui-dire, des préjugés, etc. Deuxième niveau, selon Platon, de la connaissance, une opinion vraie. On peut soutenir que l'eau bout à 100 degrés. Hein? Qu'on observe la pleine lune en cette date, telle date précise, et que c'est bel et bien la pleine lune en cette journée-là. On peut aussi déclarer un fait, je ne sais pas trop, Révolution française 1789, sans pouvoir l'expliquer. On aura une opinion vraie. Voilà, ça c'est le deuxième niveau.
Au moins, on sait que l'opinion est vraie, mais on a de la misère à expliquer pourquoi cette opinion-là, pourquoi ça s'est passé en 1789, qu'est-ce qui a causé cela, etc., d'une part, comme un exemple. Expliquer l'eau qui boit à 100 degrés, mais là, ça dépend du niveau de la mer, la pression d'air, etc. Ça, c'est une connaissance vraie justifiée. Ça, c'est un troisième niveau. Troisième niveau, au niveau de la connaissance. Mais là, il y a même un petit comique. Et tant mieux, on le remercie. Guettier, qui en 62-63 a critiqué cette thèse de Platon dans un de ses écrits, comme quoi un savoir, une certitude est une opinion vraie justifiée. Une connaissance était une opinion vraie justifiée. Il a écrit un article qui s'appelle Le problème de Guettier. J'ai déjà fait un live là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus, mais au moins il y a remise en question. Donc les amis, nous ne savons pas grand-chose. Nous ne sommes pas très maîtres dans plusieurs domaines en plus, hein? C'est pas évident. Mais ce soir, ce que je voulais vous dire, c'est que, avant de croire quoi que ce soit, peut-on examiner ce qui est dit? Peut-on aller vérifier ce qui est dit? Pourquoi avons-nous un besoin si ardent de prendre position et de croire? Peut-être que cela nous rassure. Hein? Ça peut nous rassurer d'être dans le bon camp aussi, lors de combats politiques ou quoi que ce soit. Certains grands philosophes étaient sceptiques quand l'on pense à Descartes, à Montaigne, à Nietzsche. C'est difficile, le scepticisme. Hein? Regardez cette belle phrase-là de Emmanuel Kant. Incertitude, Kant. Je vais essayer de la retrouver. Incertitude, Kant, citation. L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. L'humain qui cherche absolument à se rassurer, là, il peut même se rassurer en adhérant à des illusions, des faussetés, quoi que ce soit. L'humain est anxieux devant le vide. L'humain a horreur du vide, donc il a besoin de repères et souvent il peut s'accrocher à toutes sortes d'illusions. Mais tout ce qui nous reste, comme le dit Descartes, hein, c'est notre capacité de remise en question, de doute, de réfléchir face à ce qui est affirmé. Sinon, si on adhère aveuglément à toute forme d'idéologie, de pouvoir, d'opinion, de préjugés, qu'est-ce qui va nous arriver? Pensez à cela. Certains diront paradoxalement que même quelquefois l'illusion peut nous garder en vie. C'est un paradoxe, hein? Ça c'est Nietzsche. Quelquefois, cependant, l'être humain a besoin, paradoxalement, à s'accrocher à des illusions pour le faire passer à travers certaines épreuves. Donc l'illusion, ça peut garder en vie. Il y en a qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour l'illusion. Vous pensez peut-être à certaines choses, hein, à s'accrocher à des grandes figures transcendantes ou à toutes sortes de mythes. Hein? Voilà. Alors les amis, merci d'avoir été présents et présentes. Je vais revenir bientôt vous voir. Ce soir, là, j'étais parti sur un laïus à propos d'une thèse. J'espère que vous avez apprécié. Sachez que notre prochaine rencontre est dans 2 mois, un atelier Zoom sur Marc Aurèle. Je vais vous faire découvrir 10 principes de Marc Aurèle.
Et en présence, nous allons nous voir le 15 août. Vous pouvez déjà réserver votre billet. Les liens sont dans le clavardage. Au Beau Centre SOA, entre le métro Montréal et Sherbrooke à Montréal. Super salle climatisée. Beau lieu. On était une vingtaine vendredi dernier. On espérait être nombreux pour réfléchir sur quoi? Réfléchir sur le sens de la vie. Et je remercie Jean d'avoir trouvé un beau titre. Mais oui, regardez bien ça. C'est quoi le beau titre? C'est sur la recherche. Hein? C'est une réflexion sur la quête, la recherche. Ce que tout le monde cherche en secret. Que cherchons-nous profondément? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'universel? Hein? Dans notre recherche? Quelque chose qui des éléments qui nous unit dans notre recherche? Une quête commune sur le sens de la vie. Ce sera notre réflexion le 15 août. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Donc, je réaffirme que les Facebook Live seront en action l'été durant au moins une fois semaine, à moins que je parte en vacances à quelque part, qu'on me kidnappe et qu'on m'amène en Europe ou ailleurs, on ne sait pas. Bye bye tout le monde.